C'est Pascal qui est toujours couché. Allez, on attaque. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on a dit on attaque un nouveau sujet. On attaque les glucides. Alors c'est coucou Maggie. Oui. Pas le droit de venir manger devant la caméra, Maggie. Je crois que ma betterave. D'accord. Eh ben Angèle, elle Ne mange toujours pas, Christine? Non, non, bah non, moi je suis partie pour 21 jours là. Aïe, aïe. C'est bien. En jeûne sec? Non, je ne sais que je pense que je vais faire 5 jours. Je vais essayer de tenir jusqu'à jeudi. Ouais. Waouh. Bravo, félicitations. Je te remercie. Je vais faire, Wow. je vais faire un live, je pense, sur le groupe Recettes pour perdre du poids sans frustration sur le jeûne. Parce que j'ai trouvé que le groupe avait été très enrichissant. Et il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup. J'aurais peut-être jamais fait s'il n'y avait pas eu le groupe. Ouais. Oui, c'était un beau soutien. Je n'aurais pas tenu, quoi. Et c'est vrai que c'est une belle histoire, c'est une belle aventure. J'avais déjà fait à plusieurs, mais en retraite. On dormait en fait ensemble, on était tous ensemble, puis en plus on n'était pas nombreux, on était 8. Comme elle a fait Flo. Peut-être, oui. Là, on était 8 et on marchait la journée. Mais c'est vrai qu'on ne parlait pas du tout alimentation. C'est marrant, c'était devenu un sujet tabou au fil des 10 jours. Et c'était 3 jours de jeûne. Ça. On avait d'abord la détox. C'est sûr que quand tu ne vois pas de bouffe et que tu n'en parles pas, ça doit être quand même plus facile, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait à manger tous les jours à Manon. Des fois, ça allait. Des fois, c'était dur de ne pas pitié, quoi. Tu vois. Je sais qu'en Espagne, ça avait été compliqué pour nous aussi de faire à manger à toute la famille. Et c'était la première fois que je faisais avec l'alimentation à tout le monde. Bon, là, tu vois, je le vis bien, en fait. Même si c'est vrai que je dois donner à manger aux enfants, c'est comme ça. Bon, allez, on n'est pas là pour partir du jeûne, on est là pour parler des glucides. Et donc, je disais, c'est un gros sujet. Je pense que je vais faire plus qu'une vidéo, peut-être même plus que la semaine. On va voir, on va essayer de tout tenir en une semaine, mais ce n'est pas évident. Donc, je vous souhaite tous le bien le bonjour déjà. Et puis, donc, on va parler des glucides. Alors, on entend beaucoup de bêtises, en fait, autour des glucides. C'est pour ça que je pense que c'est important que je passe du temps sur ce sujet-là, beaucoup de temps même, pour vous donner d'abord des éléments peut-être de compréhension et des connaissances. Qu'est-ce que tu dis, Pascal? Excuse-moi, c'est... Non, rien. D'accord. Pour ne plus justement laisser faire la part à des discours qui sont parfois un peu farfelus. Je vais essayer de donner des précisions importantes parce que, alors déjà, il y a des gens qui confondent parfois les mots. Donc, je vais déjà expliquer. Moi, quand je parle de glucides, c'est pour parler de toute la famille des sucres. Donc, dedans, on a le glucose, on a le lactose, on a le fructose, on a l'amidon. Et donc, quand je parlerai de sucre, ce sera pour désigner vraiment spécifiquement le sucre, c'est-à-dire celui qui est extrait de la betterave ou bien de la canne à sucre. Ce qu'on appelle le sucre en poudre, en fait. Parce que parfois, il y a des gens qui confondent quand ils lisent régime sans sucre ajouté ou bien régime sans glucides, ils disent que c'est la même chose. Donc, on attaque d'abord par des précisions autour de l'insuline. Aujourd'hui, je voudrais vraiment faire l'insuline. Et puis plus tard, dans d'autres vidéos, on verra les quantités, les qualités de sucre, comment choisir ses sources de glucides et puis des réactions peut-être du métabolisme par rapport aux glucides. Donc aujourd'hui, on va parler de la digestion des glucides
qui commence dans la bouche. Quand vous mastiquez, en fait, vous relâchez dans la salive une enzyme qui s'appelle l'amylase et qui va aller découper en fait les glucides complexes. Donc, c'est des longues chaînes, hein, comme par exemple si on prend l'amidon. D'ailleurs, le nombre de copies du gène lié à l'amylase dans le génome humain est énorme, en tout cas beaucoup, beaucoup plus important que si on compare avec nos cousins, les grands singes. Et donc, on peut vraiment séparer cette consommation qui est due à notre évolution. Quand on prend la lignée des grands singes ou quand on prend la lignée de l'homme, les indices nous montrent que notre alimentation a été depuis très très longtemps plus riche en glucides et plus particulièrement en amidon par rapport à, par exemple, si on prend nos ancêtres, on l'a déjà expliqué un petit peu dans les premières vidéos sur l'histoire de l'homme, ils consommaient des tubercules. Et puis après, alors ça je vous l'expliquerai une autre fois, mais via les céréales avec l'invention de l'agriculture, et je pense qu'on fera des vidéos sur l'histoire de l'alimentation, vraiment là, avec la modernisation. Ensuite, eh bien, les glucides, ou l'amidon, comme tous les aliments, ça passe dans l'estomac, puis après ça va dans l'intestin grêle, et là, dans l'intestin grêle, en fait, les glucides ils vont être découpés à nouveau par des enzymes dans leur forme en fait la plus basique que l'on nomme, un mot que vous devez connaître, ça s'appelle les monosaccharides, qui peuvent être en fait, donc les monosaccharides peuvent être absorbés un peu comme les protéines. Vous savez, on a vu que les protéines, elles se découpent en différents acides aminés pendant la digestion. Eh bien, ces glucides vont donc être amenés d'abord vers le foie, qui va avoir plusieurs choix. Soit il va aller les stocker sous forme de glycogène, donc sous cette forme de glucose stockable dans les muscles. Ensuite, il va transformer en graisse, qui peuvent être elles aussi stockées. Soit il va aller en relâcher une partie dans le sang, qui va ensuite être utilisée par les organes périphériques. Alors, encore une fois, comment est-ce que le foie décide de chacune des utilisations? Que ce soit pour ses propres besoins de glycogène, eh bien, en fait, c'est tout simplement, ça va dépendre d'abord du niveau des réserves du foie. Si elles ont été vidées, par exemple, par un jeûne prolongé, eh bien, la première chose qu'il va faire, c'est aller mettre les glucides dans le foie. Si vous avez mangé des carottes ce midi, eh bien, avec la mastication, il va aller mettre le glycogène dans le foie. Ensuite, si on a une alimentation, donc si on n'a pas fait de jeûne, mais si on a une alimentation qui est pauvre en glucides, eh bien, c'est pareil. Il va d'abord aller le garder pour lui, en fait, pour son utilisation à lui. Et puis ensuite, pour le stockage sous forme de graisse, alors là, c'est un autre processus, en fait. Quand le foie est plein, eh bien, il crée un processus qui s'appelle la lipogenèse. L'hypogenèse des nouveaux, exactement. Donc, c'est quelque chose qui se fait à très, très faible échelle, en fait, en temps normal. Et ça va arriver uniquement en cas d'alimentation hypercalorique. C'est-à-dire si vous mangez déjà plus de calories que vos besoins. Donc, malheureusement, ce n'est pas un mécanisme super précis et qui n'est pas non plus super étudié. Alors, c'est un mécanisme qui est même carrément monté en épingle par les défenseurs des régimes pauvres en glucides ou des régimes cétogènes, vous avez déjà dû entendre. Donc, ça, on le verra ultérieurement en fait, dans d'autres vidéos, parce que c'est un point que je voudrais éclaircir. Mais pour moi, ça n'a encore une fois pas de sens parce que c'est sûr, si vous mangez
plus de calories que nécessaire, vous allez forcément stocker et convertir tous ces glucides en gras. Là-dessus, je suis d'accord. Mais vous allez aussi consommer ce dont vous allez avoir besoin pour avoir de l'énergie dans la journée, voire même si vous faites un régime hypocalorique, en avoir moins. Donc au final, la majorité des glucides ingérés, elle est relâchée dans le sang pour être utilisée par le reste du corps. Et quand le glucose arrive dans le sang, eh bien c'est le pancréas en fait qui envoie ce que vous connaissez bien, l'insuline, la fameuse insuline dans le sang. Alors, l'insuline, c'est une hormone qui fait beaucoup débat, dont je voudrais parler en détail en fait sur cet appel. Peut-être même je n'aurai pas assez de la vidéo d'aujourd'hui pour être assez claire, pour vous expliquer exactement. Donc, l'insuline, il faut la voir un petit peu, non pas comme un diable, comme on voudrait nous le faire passer, mais plutôt comme une clé qui va aller se mettre en fait dans la bonne serrure, à la surface de toutes nos cellules, pour leur indiquer d'ouvrir la porte au glucose. Et en fait, l'insuline, quand l'insuline vient se mettre comme ça dans la serrure, c'est leur signal pour leur dire « Allez-y, voilà du glucose, absorbez-le ». Il arrive et dans la cellule, eh bien, ce glucose va servir à fabriquer de l'anédosine triphosphate, qui est plus connu sous ce qu'on appelle un acronyme ATP. Je pense que vous avez certainement déjà entendu ce nom ou il y a même des gens qui disent que c'est un mot, donc je vais plutôt dire un mot entre guillemets. L'ATP, je vais vous imaginer ça un peu comme la monnaie de référence pour mesurer l'énergie dans votre corps. Alors, ce serait beaucoup trop complexe, peut-être même totalement inattendu ou même, je vais dire, inapproprié. Je crois qu'on peut même pousser à dire inefficace, que chacun de nos organes dans le corps doivent s'adapter à différentes sources d'énergie, puisque c'est tellement plus facile que l'ATP puisse permettre à toutes nos cellules de fonctionner en se basant sur le même substrat, en convertissant en fait toutes les sources d'énergie, c'est-à-dire glucides, lipides, protéines, etc., sous cette forme qui est l'ATP. Donc pour moi, l'ATP, c'est une bonne chose, créée grâce à l'insuline. Il faut savoir aussi que l'insuline, elle joue d'autres rôles que la simple absorption des glucides. Par exemple, l'insuline joue un rôle dans l'équilibre des hormones de la thyroïde. Ce qui fait qu'avoir une alimentation très pauvre en glucides peut être, par exemple, pour les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie, elle peut être problématique, notamment donc, quand elles ont des faiblesses en thyroïde. Ou alors, une surconsommation de glucose peut créer l'effet inverse. S'il y a trop de glucides, ça va affaiblir la thyroïde, qui est en bonne santé à la base, et donc créer justement ces hypothyroïdies. Ensuite, l'insuline, elle joue aussi un rôle anabolique, par exemple pour les muscles, en favorisant le transport de certains acides aminés dans le tissu musculaire et en bloquant ce qu'on appelle le catabolisme musculaire. Ça, par exemple, pour faire du sport ce matin, j'en ai eu besoin. L'insuline a fait un bon boulot puisqu'elle m'a aidé à me muscler. Ensuite, l'insuline participe aussi au bon renouvellement de la matrice osseuse avec une production de collagène. Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle travaille au bon équilibre de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Ça, c'est aussi intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Par exemple, un truc qui nous est cher à l'automne, c'est qu'elle permet le bon fonctionnement d'hormones de tout le corps, et notamment celles qui sont affectées pour l'aide des cellules du système immunitaire, en augmentant en fait l'activité de certaines de ces cellules. Enfin voilà, c'est assez complexe. Mais bref,
pour conclure, et je pense que vous avez pu le constater, l'insuline, ce n'est pas un grand méchant loup, même s'il y en a certains qui voudraient bien nous le faire croire. Et puis, même si certains d'entre nous sont très friands de glucides, eh bien, en fait, pour moi, il faut juste les aider à adapter leur corps pour avoir un métabolisme normal, pour éviter évidemment ce qu'on appelle, et qui, ça par contre, est un fléau, la résistance à l'insuline, qui arrive en fait lorsque toutes les cellules deviennent moins sensibles au signal, donc à la clé de l'insuline, et que les tissus absorbent donc moins de glucose, ce qui en termes peut amener notamment au diabète de type 2, qui provoque la résistance à l'insuline, qui est liée toujours au surpoids, surtout abdominal d'ailleurs, et puis comme on l'a déjà dit, donc aux excès de calories, à la sédentarité, donc un manque d'activité physique spécifique, donc le sport. Et puis la majeure partie des discours actuels en fait qui tournent autour de l'insuline sont très souvent liés à la prise de poids, etc. Même toujours en fait. Chaque fois que vous entendez parler de l'insuline, elle est toujours diabolisée parce qu'on en parle toujours par rapport à une prise de poids. Dès qu'il y a quelqu'un qui prend du poids, eh bien, on lui dit « Oh là là, attention, tu risques le diabète, etc. » C'est vraiment le discours actuel des scientifiques. Alors, ce qui est vrai, parce qu'on on affaiblit son pancréas, et donc les clés deviennent moins spécifiques et moins belles, on va dire, pour pouvoir créer cette ouverture et cette consommation des glucoses. Quand on consomme trop de glucides, sous toutes ses formes en fait. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il existe? Il existe des régimes, on dit, à teneur réduite ou à faible teneur en glucides. Alors, ça fait très longtemps hein, que ces régimes-là existent, même si ça fait 15 ans qu'on en entend parler. Pour vous donner une petite idée, je pense que la première œuvre que j'ai lue qui parlait de ça, c'était une œuvre de Bria Savarin en 1825 dans un livre qui s'appelait La physiologie du goût. Je suis désolée, comme je ne bois pas, j'ai la langue qui accroche. J'ai la bouche un peu desséchée à parler beaucoup comme ça. Après, il y a une autre personne qui en a parlé aussi. C'était un peu plus récent, mais pas beaucoup plus, hein, en fait, en 1863 de mémoire, ou 1860, quelque chose comme ça, qui s'appelait, c'était Lettres sur la corpulence. J'ai étudié ça quand j'ai fait mon mémoire, un monsieur qui s'appelait William Banting. C'est beaucoup des anglo-saxons, en fait, hein, qui parlent de ça. Après, bon, il y a eu l'énorme succès du régime Atkins dans les années 70. Et puis, bon, vraiment, en fait, on en parle vraiment depuis une quinzaine d'années, que le fait de rendre responsable en fait, les glucides de l'épidémie d'obésité dans le monde. Et ça a pris de l'ampleur. Alors, il y a certains scientifiques qui ont développé toute une série d'explications là-dessus et d'hypothèses biologiques pour former ce qu'on peut appeler le modèle glucide-insuline de l'obésité. C'est sûr, c'est un modèle qui est défendu, qui est mis en avant essentiellement plus par les anglo-saxons ou les nord-américains. Je pense à Lennon, je pense à Garito, le docteur Jason Fond, ou bien le docteur Robert Lustig. Alors lui, j'aime assez son œuvre. Le docteur David Ludwig aussi. Alors on a quelques défenseurs dans les pays francophones, mais je n'ai pas trouvé de défenseurs scientifiques ni avec de belles preuves. Mais bon, peut-être aussi hein, dans les gens qui m'écoutent, il y a des personnes qui sont partisanes d'une alimentation low carb.
de ce qu'on appelle pauvres glucides en fait. Hein. Mais je pense que les noms que j'ai cités sont de loin les plus médiatiques, entre guillemets en fait. Hein. Et puis au moins ils ont l'avantage d'être, enfin, je dirais, d'avoir suffisamment développé leurs idées dans leurs différents ouvrages pour pouvoir en discuter. Alors, personnellement, je vous disais, moi, je base surtout mes faits, mes connaissances sur les travaux du docteur Ludwig, parce que peut-être que contrairement aux autres, c'est un vrai chercheur scientifique, donc ça me parle plus. Et puis, en fait, dans tous ses ouvrages, il réalise des études sur des véritables sujets. Donc, il a détaillé en long, en large, en travers des tas d'hypothèses qui ont été reprises plusieurs fois. Et puis, l'essentiel, en fait, c'est quand tu veux faire un modèle, c'est de pouvoir expliquer pourquoi il y a une incidence sur la prise de poids ou l'obésité. Après, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites, qui doivent donc pouvoir être testées avec des critères mesurables. Ça, c'est mon truc. Et puis, pour les valider ou non. Donc, c'est ce que je vous propose de faire, en fait, dans le prochain appel, de mettre à plat toutes les hypothèses et de les vérifier. Donc, mercredi, sur le principe de base de ce modèle. Alors, je vais peut-être vous le mettre en image. Vous me dites si vous voyez bien mon image. C'est amusant, comme j'ai la bouche sèche, j'ai l'impression de ne pas m'entendre. Est-ce que vous voyez le tableau? Oui, Ah, oui, on a. super. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie glucide-insuline de l'obésité. Donc, les glucides entraînent la sécrétion de l'hormone, l'insuline, qui a un certain nombre de fonctions vitales, mais qui bloque aussi la libération des acides gras contenus en fait dans les adipocytes. Donc, vous savez, les cellules là, qui forment la masse graisseuse autour de notre ventre, qui empêchent l'utilisation des graisses stockées au bénéfice du glucose, qui vient d'arriver en fait par l'alimentation, et puis qui inflige aussi aux graisses circulantes issues de ce même repas d'aller vers le stockage et non vers leur oxydation par les tissus. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait vérification que ce modèle agisse bien, qu'il ne soit pas différent selon les personnes, selon leur état de forme. Donc, pour faire très simple sur ce petit schéma, dont beaucoup de partisans sont d'accord de toute façon par rapport à ce principe de base qu'à calories équivalentes, en fait, manger plus de glucides augmente l'insuline, ce qui provoque et crée un blocage en fait de l'utilisation des graisses déjà stockées, plus le stockage des graisses avalées au cours de ce repas, et donc au final une diminution du métabolisme et une diminution de la faim, ce qui entraîne une augmentation de la faim, ce qui entraîne un cercle vicieux, augmentant la consommation de glucides pour compenser. Et donc, on va vérifier, c'est ce que je voudrais, ces différentes hypothèses, savoir si… alors, je ne dis pas que c'est ce que je défends, hein, d'accord? Il faut savoir que tous ces points sont testables et qu'il existe des travaux sur chacun d'entre eux. Donc, lors des prochains appels, notamment mercredi, on va passer en revue chacun des tests, chacune des hypothèses, pour voir si c'est un modèle qui tient la route ou pas et si on peut s'en servir pour justement lutter contre notre surpoids. Voilà un peu. Donc, si vous avez des questions, je suis toute oui. Sinon, je vous souhaite une très belle après-midi. Demain, je vous retrouve pour une infonutrition générale, aussi sur les glucides, mais plus simplifiée, qui est offerte, vous savez, au Challenger des 21 jours. Et sinon, on se retrouve pour la suite de ces hypothèses mercredi. Alors, je vais couper le partage d'écran.
Voilà, je vais remettre l'affichage à la galerie. Et est-ce que vous avez des questions? Pascal, elle est glacée. J'ai froid, je suis complètement vidée. Ouais. Au sens plus de force, tu vois. Alors que je n'ai pas je ne me suis pas vidé les intestins, mais je suis morte de fatigue. D'accord. Bon, alors la reprise avec le jeûne aussi a dû être particulièrement physique pour ton corps.